en 1987, Chénier est de retour à Saint-Eustache en présence de Monseigneur Valois qui présida l'inhumation. La réhabilitation des Patriotes va être très longue, en fait, principalement celle de Chénier. Elle va prendre une bonne centaine d'années. On va d'abord vouloir ériger un monument sur le site même de l'église de Saint-Eustache. Ça ne fonctionnera pas, ça va prendre plusieurs années. En fait, il va falloir arriver au centenaire des rébellions en 1937 pour qu'un monument soit érigé. Mais pour sa réhabilitation à proprement parler religieuse, Jean-Olivier Chénier, ça va prendre encore là 50 années plus tard, donc en 1987, où à ce moment-là, l'Église catholique va accepter de transférer ses restes en cimetière béni. La réhabilitation religieuse des Patriotes suivit le décret du gouvernement Lévesque de 1982 consacrant la Journée nationale des Patriotes, éliminant ainsi plusieurs préjugés qui entachaient toujours la renommée des Patriotes, nous raconte Claude-Henri Grignon. Pour ce qui est des autres patriotes décédés à Saint-Eustache le 14 décembre 1837, ils ont été inhumés dans le cimetière des enfants morts sans baptême dans les jours suivant la bataille. Ils sont situés entre l'église et le presbytère, juste ici. Et c'est en 1996 que l'évêque de la région va bénir l'endroit. Dans les années 1850, en plein essor du nouveau phénomène commémoratif qui visait à renforcer les liens nationaux et les sentiments civiques, la mémoire des héros patriotes se retrouva au cœur des préoccupations de l'Institut canadien qui, dans le souci de préserver le nationalisme canadien-français, chercha à éveiller la mémoire des événements, non tournés vers la politique, mais bien axé vers la commémoration. Un projet apparaît le 7 juin 1853 pour élever un monument aux victimes des événements de 1837-38. De là naîtra une tension avec l'Église qui s'était rangée du côté de l'autorité anglaise et n'appuyait pas la vision de l'Institut canadien. Et c'est ainsi que le projet d'élever un monument aux victimes politiques apparaît pour la première fois le 7 juin 1853. On érige donc un monument au cimetière Notre-Dame-des-Neiges après plusieurs années d'attente. Une première inauguration aura lieu le 14 novembre 1858, mais il faudra patienter jusqu'au 14 novembre 1866 pour la seconde, une fois la construction du monument terminée, faisant couler beaucoup d'encre à l'époque. Initialement désigné sous le nom de Monument aux victimes politiques de 1837-1838, cette stèle est située dans le plus grand cimetière du Canada. L'obélisque de 15 mètres de hauteur se dresse discrètement parmi les pierres tombales et les monuments funéraires du cimetière. On voulait offrir une sépulture décente et catholique à ces défunts, excommuniés et souvent inhumés dans des fosses communes, ainsi que de rappeler la mémoire des patriotes morts lors des batailles de Saint-Eustache, de Saint-Denis et de Saint-Charles, ainsi que des 12 patriotes exécutés en 1839. En 1891, une grande cérémonie avait été organisée pour la translation des restes de Jean-Olivier Chénier. Toutefois, l'archevêque de Montréal, Monseigneur Édouard-Charles Fabre, face à l'opposition de vieux antagonismes, se ravise et annule la cérémonie. Entre-temps, avec l'aide du premier ministre Mercier et du fils Papineau, le docteur Marcil,
qui avait exhumé les restes de Chénier pour l'occasion, réussit à faire ériger un monument à la mémoire de Chénier. En 1895, une souscription populaire permit d'ériger à Montréal un premier monument en l'honneur de Chénier au Carré-Vigée, alors qu'un tel monument à l'honneur des Patriotes avait été refusé à Saint-Eustache 10 ans plus tôt. Le docteur Marcil, assisté d'Honoré Mercier, réussit à obtenir la permission civile d'élever un monument à Chénier au Carré-Vigée à Montréal. Ce monument fut dévoilé le 24 août. C'est justement ce monument qui était érigé au Square Vigée, maintes fois vandalisé et qui avait été retiré de son socle lors de la construction du Centre hospitalier universitaire de Montréal, qui fut réhabilité en juin 2021. Enfin, Chénier a retrouvé sa place à la place Vigée. Au pied du courant, vous trouvez un monument qui souligne la pendaison de nos patriotes en 1838-1839. Malgré la controverse à l'égard de la rébellion des Patriotes, on remarque bien qu'on rappelle de plus en plus leurs souvenirs en désignant des rues, des parcs et des édifices. Il y a la route 133 qui fut baptisée Chemin des Patriotes par le gouvernement du Québec en 1977. De plus en plus de monuments, de plaques commémoratives soulignent leur mémoire. Même l'ancienne prison au pied du courant est devenue un lieu de mémoire incontournable avec son espace muséal. Vous pouvez aussi apercevoir un monument du sculpteur Alfred Laliberté, acquis par la Ville de Montréal en 1926, dédié aux 12 patriotes morts sur l'échafaud de la prison du pied du courant à l'hiver 1838-1839. Dans les années 1990, le monument fut restauré et déplacé à l'angle des rues Notre-Dame et de l'avenue de Lorimier afin que son emplacement corresponde approximativement au lieu de pendaison des Patriotes. Ouais, c'est qui ça, Jean-Olivier Chénier, le docteur de Saint-Eustache, âgé de 31 ans? Je le vois pas tant comme un grand héros national, je le vois plutôt comme un gars plutôt terre-à-terre, mais qui, du haut de ses 31 ans à Saint-Eustache, avait somme toute, du moins force est de constater, un leadership puis un charisme débordant. Je le vois comme quelqu'un d'extrêmement entêté. Je le vois comme un individu qui s'est assurément très borné, avec des idéaux, peut-être avec des idéaux de grandeur, avec des idéaux politiques, peut-être plus grands que nature, mais je le vois comme quelqu'un d'extrêmement convaincant, puis personne avec une certaine ascendance sur ses concitoyens. Est-ce que Jean-Olivier Chénier est un héros? Pragmatique peut-être, un peu, mais peut-être qu'il s'est laissé déborder par sa masse, par ses amis, je sais pas trop, pour se rendre dans une église puis en mourir. Chénier, un héros national? C'est ce qu'a révélé en 1968 un vote du public organisé par Radio-Canada pour connaître quel était le héros par excellence des Québécois, un vote sur lequel le chroniqueur Gilles Proulx pesa de toute son influence. Citoyen Gilles Proulx, qui en 1968, alors qu'il avait le petit toupette insolent, a pris la parole pour renverser le vote ce jour-là. Chénier a eu beaucoup de défenseurs, il fut certainement le plus ardent et certainement le premier. Merci, M. Proulx. Et on ne devrait pas avoir des monuments
avec des armes. C'est le seul monument qu'on a au Québec où il y a un gars qui a levé l'arme et qui s'est battu pour prendre rendez-vous avec la mort pour faire valoir ce que nous devons être. Alors, vous voyez l'aliénation et l'indifférence, comment cette terrible maladie. Au fil des ans, plusieurs personnes donnent un portrait plus ou moins détaillé du physique de Chénier et de ses qualités morales. En 1884, Charles-Auguste Maximilien Globensky, fils du capitaine des volontaires loyalistes de Saint-Eustache, avait écrit une version controversée de la bataille de Saint-Eustache qui, à l'époque, avait suscité un vif débat. De son côté, l'épouse de Chénier l'avait alors décrit en ces termes. Il était doux, paisible, affable. Il avait un bon jugement. Il était aimé et respecté de tout le monde en général. En un mot, il était bien populaire. Tout indique que Zéphirine Labrie a été heureuse en ménage et qu'elle a fait sacrifice de son bonheur au bénéfice d'une cause à laquelle elle croyait de tout cœur. Peu de temps après son arrivée à Saint-Eustache, le 15 novembre 1837, le Suisse militant Amaury Giraud décrit dans son journal un portrait très différent de Chénier. Chénier ne pensait qu'à se venger de ses ennemis de la rivière du Chêne, et il déclara qu'il ne ferait rien d'autre. Quelques jours plus tard, le lundi 20 novembre, faisant référence à l'attitude du député William Henry Scott, qui n'acceptait pas de prendre les armes, Giraud en parle en ces termes. Chénier a colporté hier soir les raisons de Scott. Il nous a ennuyés grandement avec ses longs discours de peu de sens, surtout au moment où les gens du peuple ont été présents. Lors de l'expédition sur Oka du 30 novembre, Giraud qualifie Chénier d'être « Cet individu est paresseux et stupide. Son frère est un ivrogne, et tous les deux causent beaucoup de confusion par leur mauvais exemple. » Giraud démontre, à l'évidence, sa crainte face à Chénier. Il tente de le discréditer de plusieurs façons. À peine une semaine après avoir écrit ce journal, il fuit devant l'armée de Colborne. Quelques jours plus tard, il se suicide pour éviter le déshonneur. Donc, le cas d'Amaury Giraud, ça, c'est un personnage intéressant puis plutôt énigmatique. Selon toute vraisemblance, ce serait vraisemblablement de son propre chef qui va venir dans la région des Deux-Montagnes, à Saint-Eustache, Saint-Benoît, pour, en quelque sorte, organiser, militairement parlant, les patriotes du comté. Les chances que ce soit Papineau qui l'ait poussé à venir organiser, du moins, la prise des armes dans Deux-Montagnes est plutôt, ça serait plutôt particulier, je dirais. Giraud est décrit comme étant un grand parleur, petit faiseur, dépourvu de jugement. Pour un homme qui prétendait avoir de l'expérience militaire et qui voulait se battre à tout prix contre les réguliers et faire combattre ceux qui ne demandaient qu'à rester tranquilles. C'est tiré de Histoire des patriotes de Gérard Filteau. Au dernier moment, avant le combat de Saint-Eustache, par manque de courage, Giraud s'était sauvé au premier coup de feu. C'est alors que Chénier avait repris le commandement. Jacques Ferron, dans Les Grands Soleils, fait de Chénier un héros solaire. Il montre que nous avons une élite avec nous. Chénier, c'est le chef mort avec tous les autres. Fin de citation. Même si son engagement s'avère plutôt régional et qu'il n'a pas laissé d'écrit. Ce n'est pas un hasard qu'une cellule du Front de libération du Québec, le FLQ, revendiqua l'usage de ce nom.
Selon Yvan Lamonde, historien des idées, citation, Chénier a été un convaincu plutôt exceptionnel. Il a défendu bec les ongles Saint-Eustache. Il y a eu un oubli à l'égard de l'importance de Chénier, ce qui en fait quelqu'un dont on ne se souvient pas à la hauteur de son réel mérite. Serge Lorrain nous mentionne que peu de patriotes ayant participé à l'insurrection étaient originaires de Saint-Eustache. La majorité vient de Saint-Scolastique ou de Saint-Jérôme. De plus, la plupart des insurgés de Saint-Eustache n'étaient même pas des habitants du village. Lobensky affirmait que la majorité des gens de l'endroit sont des loyalistes, bureaucrates, respectueux de la Constitution, voire chouailles. La paroisse de Saint-Eustache demeurait donc divisée face à la restauration de la mémoire des patriotes. Le docteur Marcil, assisté d'Honoré Mercier, avait pourtant réussi à obtenir d'élever un monument au carré Vigée. La prise de position en 1926 du chanoine Lionel Groulx sur la sévérité de l'Église à l'égard des patriotes, vantant les mérites de ces derniers, amorça sans doute un cheminement vers leur réhabilitation. Ce n'est qu'au centenaire de 1937 que la paroisse dévoila enfin un monument à la mémoire de Jean-Olivier Chénier en face du Collège Sacré-Cœur, qui fut ultérieurement déménagé en face de l'église en 1975. Le 23 juin 2014, pour rappeler aux générations futures la bataille de 1837, on inaugura l'œuvre hommage à Jean-Olivier Chénier du sculpteur Jules Lassalle, déposée devant la mairie de Saint-Eustache. Cette statue fut offerte à la ville de Saint-Eustache par le comité du mémorial Louis-Joseph Papineau, qui désirait ainsi souligner l'importance du docteur Chénier comme chef des patriotes, en utilisant à cette fin l'excédent de la levée de fonds lancée pour marquer le 175e anniversaire des événements. Chénier, même mort, est devenu un centre d'attraction bien malgré lui. Les cendres de Chénier ont fait l'objet de nombre de tractations depuis l'inhumation de son corps dans le cimetière des enfants non baptisés. Le docteur Marcil exhuma en 1891 les restes de Chénier pour les inhumer au cimetière de la Côte-des-Neiges, au monument dédié aux patriotes. Toutefois, l'autorisation de sépulture fut retirée à la toute dernière minute suite à des pressions exercées sur le clergé. Les cendres de Chénier furent alors entreposées, d'abord chez le docteur Marcil à Saint-Eustache, puis son fils les confia à la maison Henry Burks de Montréal pour finalement atterrir en 1954 à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Daniel Goyer, qui était à l'époque président de la Société Saint-Jean-Baptiste section Chénier, nous raconte les circonstances du retour officiel de Chénier dans son patelin. L'urne est revenue à Saint-Eustache, elle a fait un long chemin. Bref, il faut se reporter au début des années 80, 1983-1984, où nous avions fondé la Société Saint-Jean-Baptiste section Jean-Olivier Chénier pour le territoire ici, accepté par le Conseil général de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et à l'époque, le président, c'était Gilles Réaume. Gilles Réaume, en tant que président de la Société, rencontrait les présidents de section une fois tous les 2 mois, si on peut dire. Et lors d'une rencontre, Gilles me dit « Ça serait intéressant que l'urne revienne à Saint-Eustache. » Moi, j'ai dit « Oui, l'urne de quoi? L'urne de qui? » Fait que là, on était à son bureau, à la Société Jean-Baptiste, 82 Sherbrooke-Ouest, Montréal. Et sur son bureau, il avait l'urne dans laquelle étaient déposés les ossements du docteur Jean-Olivier Chénier, chef des Patriotes de 1837.
Donc, le vœu ou la volonté du président de la Société Saint-Jean-Baptiste, c'est de dire, remettons en lieu convenable pour M. Jean-Olivier Chénier dans son patelin, dans son village où il a combattu, où il est décédé. L'urne, vidée de son contenu, est présentement exposée dans la fenêtre ouest de la mairie de Saint-Eustache, dans un espace clos et sécurisé, mais bien à la vue du public, à seulement quelques mètres de l'endroit où Chénier fut tué. D'une hauteur de 21 pouces, soit 54 cm, la jarre ne renfermait pas les cendres de Chénier, mais bien quelques-uns de ses os. Finalement, les restes de Jean-Olivier Chénier sont inhumés le 26 juillet 1987 au cimetière de Saint-Eustache lors d'une cérémonie présidée par Monseigneur Charles Valois, évêque du diocèse de Saint-Jérôme. Nous trouvons au cimetière de Saint-Eustache une pierre tombale à l'effigie de Chénier. Les restes funéraires de Chénier, par contre, se trouvent non sous cette effigie, mais bien dans un tube en métal coulé avec du béton, dans le jardin des cendres situé en face du monument. Et je vous mets au défi d'aller à Saint-Eustache au cimetière. Croyez-le ou pas, vous allez découvrir possiblement où sont enterrés la famille Globinski. L'historien Claude-Henri Grignon, qui fut un artisan des démarches pour le retour des restes de Chénier à Saint-Eustache, nous écrit « Le long périple du docteur Chénier est enfin terminé. Inhumé à 3 reprises,
Il lui a fallu attendre 150 ans pour que la raison puisse l'emporter sur la peur.